On peut être sûr qu'il y aura d'autres scandales de ce genre, et c'est tout simplement embarrassant pour les médias d'entreprise en général. Cela affaiblit leur crédibilité. Il n'en reste vraiment plus aucune pour la cause pro-israélienne aux États-Unis. Mais cela la sape encore davantage. Et on peut être certain que s'il est interdit de faire des reportages sur Sikot au Salvador, il n'y aura certainement aucun reportage de 60 minutes sur Sded, Sdeiman, probablement le pire centre de torture au monde, dans le désert du Negev en Israël, où d'innombrables agressions sexuelles et tortures brutales ont été infligées à des centaines d'hommes palestiniens innocents enlevés à Gaza. Je pense que le message ici est le suivant. Peu importe le coût, en termes de crédibilité et de perte de face vis-à-vis de Bari Weiss et des forces qui l'ont placé là, tant qu'elle occupe cette position, ils peuvent être assurés que rien ne filtrera à propos d'Israël. Absolument. Je veux dire, c'est la cause motrice des Ellison, le père et le fils, Larry et David Ellison. Apparemment, un nouvel article du New York Times leur est consacré, expliquant qu'ils n'ont pas toujours eu la meilleure des relations, mais que leur dévouement envers Israël les a aidés à se rapprocher. Le père Ellison a financé un film dans lequel le fils a joué, intitulé Flyboys. Je me souviens en fait de ça. Pourquoi il en faisait partie? Eh bien, il a financé un film dans lequel il était l'acteur. Oui, exactement. Oui, c'est comme l'entraîneur de Little League, dont le fils est nul et ne sait pas attraper une balle au sol, mais qui joue quand même à l'arrêt-court. C'est exactement ça. Oui, voilà, c'est tiré d'un article du New York Times. David Ellison a quitté l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud pour se lancer dans une carrière d'acteur. Son père a largement financé son premier grand film en tant qu'acteur, Flyboys, qui a été largement considéré comme un échec. Ce qui était autrefois une relation père-fils relativement faible s'est transformé en l'un des partenariats d'affaires les plus fascinants des médias modernes. Oui, si fascinant que ce fils à la carrière d'acteur ratée dirige désormais l'une des plus grandes entreprises médiatiques du monde. Une entreprise qui pourrait devenir encore plus puissante si elle parvient à racheter Warner Brothers, ce qui lui donnerait également le contrôle de CNN. Voici la suite. Monsieur Ellison était autrefois un démocrate fidèle de l'ère Clinton, mais il s'est rapproché de Trump en grande partie à cause du soutien du président à Israël. Les deux Ellison sont proches de Benjamin Netanyahu, qu'un associé a décrit comme une sorte d'oncle pour David Ellison. C'est tellement touchant. Je crois que Netanyahu est aussi une figure d'oncle pour Jared Kushner, non? Il connaît Jared depuis qu'il est tout jeune. On a tous, genre, un oncle un peu fou et génocidaire. Enfin, soyons honnêtes. Le stéréotype ultime de l'oncle raciste, juste là. Il ne se contente pas, tu sais, de dire des choses sur les musulmans. Il agit. Exactement. Il fait des choses concrètes. Oui, oui. Donc, David Ellison. Enfin, notre article s'appuie sur le travail de Jack Poulson. Wyatt Reed a rapporté que David Ellison avait été recruté il y a presque 10 ans dans le cadre d'une initiative appelée 12 Tribus, visant à trouver 12 milliardaires américains pour défendre Israël au sein des médias américains. Il devait être l'un de ces 12 milliardaires juifs qu'ils appelaient les 12 tribus. Il échangeait des courriels avec Benny Gantz, et ces courriels ont fuité. Cela montre qu'il est impliqué là-dedans depuis longtemps. Son père était un sioniste radical qui serait passé du camp d'Hillary Clinton à celui de Trump, parce qu'il considérait Trump comme un serviteur plus fiable du Zog. Et c'est, vous savez, quelque chose qui est arrivé à beaucoup de ces milliardaires de la tech. Je pense que Mark Andreessen était démocrate, vous savez, Andreessen Horowitz. Ben Horowitz était probablement plus à droite,
parce que son père est David Horowitz. Mais beaucoup des seigneurs de la tech qui soutiennent Trump étaient démocrates, et Larry Ellison en faisait partie. Maintenant, c'est le plus grand donateur de Friends of the IDF. Et c'est très clair. Ce qu'ils ont fait, tout le monde le voit. Je me demande jusqu'où va l'influence chez CBS. Je veux dire, on parle de 60 minutes. Nous avons un email et les producteurs sont furieux. Mais voici ce qui se passait sur CBS Face the Nation au plus fort de la période des fêtes, à l'approche de Noël. Et c'était pendant l'une des nuits de Hanouka. Je ne sais pas laquelle. Mais ma proche collègue Anya Parampil a fait une comparaison côte à côte de CBS Face the Nation avant et après Barry Weiss. Voici la période d'avant, pendant la fête de Hanouka, alors que Noël approchait. En 2024, Major Harris assurait l'intérim. On voit un sapin de Noël, qui est une sorte de symbole laïque. Mon beau sapin, roi des forêts. Et il y a la Maison-Blanche et le Capitole, et on ne remarque rien de particulier. De plus, la plupart des Américains sont techniquement chrétiens. C'est un pays majoritairement gouaille. Puis on a Margaret Brennan à la présentation, à l'époque de Barry Weiss, et il y a un gigantesque menorah derrière elle. C'est comme celui qu'ils ont installé dans les ruines de Gaza, érigé par les soldats israéliens. Je me demande si Barry Weiss est arrivé en disant « Je sais que nous ne représentons que 2,5% du pays, mais nous serons visibles. » 100%. C'est exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un voulait garder son poste et se faire bien voir de Barry Weiss. Il a décidé de jouer les chouchous et s'est précipité pour s'en assurer. Récemment, il a été rapporté qu'un correspondant étranger de CBS News, j'ai oublié son nom, était sur le point de perdre son emploi lors d'une vague de licenciements. Il a écrit à Barry Weiss, lui a dit qu'il aimait Israël et qu'il avait été vilipendé en interne à cause de son soutien à Israël. Et elle est intervenue et lui a sauvé son poste. Dans un tel climat, cela ne m'étonnerait pas que ce soit Barry Weiss qui ait commandé la menorah, ou bien quelqu'un cherchant à garder son emploi, ou peut-être à obtenir une promotion, qui ait fait installer la grande menorah juste derrière l'animatrice, Margaret Brennan. Et d'ailleurs, récemment, Margaret Brennan a interviewé la directrice de l'UNICEF, la grande organisation caritative pour les enfants. Il y a eu une seule question sur Gaza, tout à la fin, et la question était « Comment la situation s'améliore-t-elle à Gaza ?» Pas « Est-ce que la situation s'améliore ?» Quelle est la situation ? Combien d'enfants sont morts de froid récemment dans des tentes délabrées pendant les tempêtes, alors qu'Israël bloque l'aide? Non. Comment la situation s'améliore-t-elle? C'était glissé tout à la toute fin de l'entretien. Donc, clairement, les gens de CBS suivent les consignes du nouveau rédacteur en chef pro-Israël. Eh bien, regarde qui elle a choisi comme présentateur. Comment ce type, Tony Dokupil, est-il devenu présentateur? Il a réprimandé Ta-Nehisi Coates. Et regarde, ils viennent d'annoncer que le journaliste primé aux Emmy Awards, Tony Dokupil, a été nommé présentateur du CBS Evening News. Il commencera le 5 janvier. Et je veux dire, c'est un type qui non seulement a réprimandé Ta-Nehisi Coates pour avoir écrit ce livre sur, disons, une tournée de 10 jours qu'il a faite en Cisjordanie. C'est assez basique. Cela appartient au sac à dos d'un extrémiste. Oui, il en fait partie. Un extrémiste qui affirme que la Palestine est occupée. Mais en réalité, il s'est converti au judaïsme pour sa femme, puis il a subi la circoncision. C'est d'ailleurs un article qu'il a écrit, intitulé « Ma circoncision à l'âge adulte ». Il a accepté de rendre son pénis plus de 30% moins sensible et de réduire son plaisir intime avec sa femme, afin de remplir son obligation religieuse envers le judaïsme. Il a fait venir un Moël alors qu'il était adulte. C'est un engagement sérieux. Et je veux dire, comment peut-on ignorer cela quand Barry Weiss vient soudainement de le promouvoir au poste de présentateur principal?
Est-ce vraiment une méritocratie ou une moelle-itocratie? Il a fait le cut. Pretty good. Pretty good. He made the cut. At least in these horrible times, Tu sais, au moins en ces temps horribles, toute cette histoire autour de Barry Weiss, c'est drôle. C'est comme une comédie. C'est soit une comédie, soit un film d'horreur, selon le point de vue. Mais c'est drôle, vraiment. Et cela révèle à quel point notre système médiatique d'entreprise est une farce. Comment il ne s'agit pas de journalisme, ni de travail acharné. Il s'agit de servir l'establishment, dans ce cas, de la manière la plus obscène. Non seulement de servir, tu sais, l'hégémonie américaine, mais aussi l'hégémonie conjointe des États-Unis et d'Israël. Tout est désormais à découvert. C'est tellement exposé. Le masque est tombé. Et c'est drôle. J'ai de la peine pour les gens qui doivent travailler sous ces ordres. Surtout ceux qui se donnent du mal sur des articles comme cette enquête censurée sur la torture d'immigrés vénézuéliens transférés au Salvador. Mais cela offre, comme nous le montrons, un certain soulagement comique. Yeah, I mean, it's endless. Oui, je veux dire, c'est sans fin. Barry Weiss a été tellement vocal dans son soutien à Israël, selon Variety, qu'elle reçoit fréquemment des menaces de mort, au point qu'elle et sa femme, Nellie Bowles, cofondatrice de Free Press, doivent avoir une équipe de 5 gardes du corps, ce qui coûte au studio, c'est bien le studio, non? Entre 10 000 et 15 000 $ par jour. Ah oui, c'est vrai. CBS paye entre 10 000 et 15 000 $ par jour pour que elle et sa femme aient 5 gardes du corps. Ils sont probablement israéliens, d'anciens membres des forces spéciales, qui la protègent en permanence et tiennent le public à distance. Cela semble être une utilisation tout à fait normale de l'argent. Je ne sais pas si elle se déplace dans une Subaru Forester blindée de 2005, mais bon. Elle se rend au travail dans un convoi de SUV, comme si elle était un chef d'État. Littéralement. Littéralement. Elle est comme un convoi à elle seule. Et tu penses, c'est comme cette affirmation selon laquelle elle recevrait des menaces. Ça me rappelle quand, après le 7 octobre, elle a affirmé que les bureaux du Free Press à Hollywood ou je ne sais où avaient été vandalisés avec les graffitis les plus puérils qu'on puisse imaginer. C'était du genre « juif dehors » ou quelque chose comme ça. C'était tellement « oh oui », ça paraissait faux. On a des faux drapeaux et des fausses étiquettes, et ça ressemblait à une fausse étiquette. Oui, de fausses étiquettes. C'était juste après le 7 octobre, dans son bureau. Oui. Je me souviens qu'elle avait affirmé que son bureau avait été vandalisé avec des graffitis antisémites à l'intérieur de cet immeuble hyper sécurisé de West LA. Elle a dit « Cela a été griffonné devant nos bureaux cette semaine. » Les Juifs, allez vous faire voir. Ouais, d'accord. Israël, allez vous faire voir. Et le prochain, c'est quoi? Un truc du genre « les Noirs dominent » ou quelque chose comme ça. Si les antisémites qui ont fait cela pensent qu'ils vont m'intimider, moi et les journalistes du Free Press, ils ne me connaissent pas, ils ne nous connaissent pas, et ils n'ont aucune idée de ce que nous défendons. Non, je pense que nous avons une idée de ce que vous défendez. Et vous êtes le genre de personne qui aurait effectivement pu inventer un faux crime haineux. Je déteste le dire. Où sont les images de vidéosurveillance? Je veux dire, si vous avez tellement peur des menaces et que CBS paie 15 000 $ par jour pour que des types nommés Vince vous entourent, alors vous avez probablement des caméras de surveillance à l'extérieur de votre bureau. On peut même voir qu'il y a un clavier à code. Alors, montrez les images. Bien sûr, cela m'a rappelé cette scène où un vieil homme blanc avait simulé un crime haineux. Il avait en gros brûlé lui-même un drapeau confédéré et écrit « Les Noirs dominent » sur son propre allée pendant BLM. D'accord, ma faute. J'ai confondu « Les Noirs dominent » avec le capitaine Barry.
Mais ça a du sens, parce que ça paraît vraiment trop évident. Oui, les Noirs dominent. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que c'était une opération sous faux drapeau au Free Press. C'était juste trop évident. Mais il y a maintenant des autocollants qui circulent dans le Lower Manhattan que je vois et qui disent « Enquêtez sur Barry Weiss ». Oui. Eh bien, en parlant d'autocollants, il y en avait aussi à Manhattan, après que la fausse accusation de viol a été diffusée après le 7 octobre. On a commencé à voir des autocollants avec le drapeau palestinien portant la mention « Le viol est une résistance », comme si les partisans de la Palestine avaient fabriqué des autocollants affirmant que le viol est une bonne chose. C'était manifestement une opération sioniste, et ils ont déjà fait ce genre de choses. Il est donc légitime de supposer que le prétendu vandalisme dans les locaux du Free Press était aussi une mise en scène. Oui, l'affaire Lavon continue de faire parler d'elle. J'adore ça. Je veux dire, c'est une aubaine pour les médias indépendants. Oui, mais c'est clairement préjudiciable.